Oui, bonjour, bienvenue à ce troisième rendez-vous pour découvrir des perles qui sont chacun des premiers peuples établis sur le territoire du Québec. Je suis Serge Bonin, directeur de la chaire publique Allier. Je suis votre hôte pour ces rendez-vous organisés par l'Université Laval et l'Allier, l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits au cycle supérieur. Nous tentons, à travers ces entrevues, de distinguer chacun des premiers peuples. 12 rencontres vous sont proposées, des rencontres en direct sur cet événement ou sur la page Facebook de la chaire publique, dépendant d'où vous nous regardez. Des rencontres qui mènent à une conférence finale le 4 mai de la série Pour en savoir plus, qui va être intitulée Premier peuple, comment mieux faire connaissance. Les invités seront dévoilés très prochainement. Inscrivez-vous à l'événement Facebook pour ne rien manquer. Toutes les entrevues restent en ligne, donc vous pourrez les consulter à nouveau au besoin. Je vous invite à partager, à poser vos questions dans les commentaires. Je pourrai les acheminer à notre invité. Montrez votre appréciation avec une petite mention j'aime, ça fait toujours plaisir. Il y a deux rendez-vous qui sont déjà en ligne. Le peuple inuit avec Mona Bello et les questions juridiques qu'on a abordées avec Geneviève Motard. Donc, et j'en profite d'ailleurs pour remercier Thomas qui est à la mise en onde et Marie-Ève qui travaille dans le clavardage pour répondre à vos questions. Alors voilà, aujourd'hui, on parle de la nation Atikamekw. Notre invité est Sipi Flamand et il va nous faire découvrir son peuple. Bonjour Sipi, quoi. Kwe, Samaratan Honotiama, Aim Hidgok, Wendexkart Moknoruisio Nekdekera. Donc, bonjour tout le monde, je me nomme Sibi Flamand. Je suis membre de la communauté Atikamekw de Manawan, une des trois communautés de la nation Atikamekw. Puis je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour cette introduction linguistique intéressante, n'est-ce pas, pour nous qui découvrons ce peuple aujourd'hui. Je passe une courte biographie. Vous êtes candidat en ce moment à la maîtrise en études autochtones, gouvernance autochtone à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Vous êtes vice-chef au sein du Conseil Atikamekw de Manawan et analyste politique de formation, donc un bac en sciences politiques à l'Université Laval. Vous vous concentrez principalement sur la résurgence de la gouvernance autochtone, l'autodétermination, la philosophie politique autochtone, la tradition juridique autochtone, plus spécifiquement au sein de la nation Atikamekw. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Atikamekw? Atikamekw, ça veut dire poisson blanc dans la langue, dans ma langue, en oromoen. Okay. C'est un nom qui a été désigné pour nommer ma nation par les anthropologues, les archéologues, mais on utilise beaucoup plus le terme Nihuruizio, qui veut dire être humain, ou bien au plus dans un discours plus poétique, philosophique, ça veut dire être un être qui est en harmonie avec son environnement. Parfait. Donc, c'est un peu le sens. Donc, le terme néoroisio aussi, c'est un mot qu'on est en train de se réapproprier comme identification. Je veux d'abord qu'on parle un peu de la population, de la géographie. Où est-ce qu'ils se situent les Atikamekw en ce moment? Quel territoire, sur quel territoire ils vivaient? Parce que, bon, ils étaient d'abord nomades et de plus en plus, ils se sont sédentarisés. Donc, je vous laisse un peu, on a des cartes géographiques, en fait. On a une carte qui explique les trois villages actuels. Puis je vous laisse un peu nous parler de cette relation-là avec la géographie. Oui, il y a trois communautés Atikamekw qui se situent dans l'embouchure, je dirais, mais dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, qu'on appelle en langue Atikamekw, en oromoen, Tapsquanzibi. Nous, on appelle ça le Nidaskinan, c'est notre territoire ancestral, notre territoire traditionnel. Puis les trois communautés qui sont là, c'est Manawan qui est ma communauté, Wemotachi puis Obidjouan, les autres qui sont situés dans la région administrative de la Mauricie. Quant à Manawan, c'est dans le nord de la Naudière. Donc, c'est trois communautés qui forment environ 8 000 à 9 000 membres. Les autres vivent aussi en milieu urbain, soit à La Tuque, à Roberval, à Montréal, à Joliette ou bien ailleurs. Parfait. Donc, on se situe bien, là, on va au nord de la Tuque. C'est combien de temps de la Tuque, à peu près,
Bon, Obidjiwan, c'est un peu plus loin. Manawan, c'est plus dans l'ouest. On calcule à peu près combien de temps? Parce qu'il y a la question des routes aussi. Est-ce que les routes sont efficaces en ce moment? Je pense que c'est une des revendications, non? Mhm. Les trois communautés ont une route de gravel, je dirais. Ben, évidemment, c'est ça, cette route-là qu'on utilise là, pour nous rendre dans nos communautés. Puis une des plus belles routes, c'est la route entre Latchuk puis Wemotachi. Les autres, Manawan puis Saint-Michel-des-Saints, c'est une route qui est problématique, qui n'est pas faite genre pour la sécurité. Mais ça, on est en constante discussion avec les gouvernements là-dessus pour que ça soit reconnu comme une route provinciale parce que présentement, c'est une route forestière qui est utilisée par les compagnies forestières. D'accord. Et la durée à peu près en voiture de la TUC à chacune des communautés, ça ressemble à quoi? Pour Manawan, c'est un bon 2 heures, 3 heures de route. Mais nous autres, il faut qu'on passe par le bois si on veut aller à la Tuque. À Wemotachi, c'est 1 heure et demie de route environ. Puis là, par Obidjouan, s'il faut passer par Robertval, c'est 4 heures, 4-5 heures pour se rendre à la Tuque. Mais si on passe par le bois, je ne m'en souviens pas. Mais OK. Mhm. c'est des routes qui ont leur propre accès vers les villes. Et là, en ce moment, vous nous parlez, vous êtes de Manawan en ce moment, c'est ça? Oui, je suis présentement dans ma communauté à Manawan. Parfait. Je voulais qu'on parle un peu des relations avec le territoire de la communauté Atikamekw, du peuple Atikamekw, en fait. Du côté nomade au départ, peut-être, de l'aspect, bon, on est des habitants du territoire, le territoire ne nous appartient pas. Je sais qu'entre occidentaux, on dit souvent, nous, c'est notre territoire, on établit un espace, mais il y a une relation au territoire qui est très différente chez les premiers peuples. Donc, je veux que vous nous en parliez un petit peu. Oui, quand on parle de territoire, il y a le concept du territoire, là, territoire, genre de propriété au niveau discours occidental, mais au niveau discours Atikamekw ou discours autochtone, c'est genre, chez les Atikamekw, on vit avec le territoire, en harmonie avec le territoire, puis comment on est en lien avec le territoire. C'est genre même la langue atikamekw, Néoromouin, la langue vient du territoire, de l'espace que nous occupons. Ma langue, là, c'est fait en harmonie, en relation avec notre environnement. Si on est dans une maison, dans un établissement, c'est un autre environnement qu'on occupe, c'est un autre, d'autres vocabulaires qui apparaissent, qui s'adaptent avec l'environnement avec ben, où nous sommes là, je dirais. Mhm. La langue est très liée au territoire. Je voulais qu'on parle un petit peu l'arrivée du chemin de fer, l'arrivée des coupes forestières aussi, des barrages. Comment ça a transformé un peu le mode de vie des Atikamekw? Comment ça c'est venu bouleverser un peu votre fonctionnement? Oui, c'est Wemotachi, la communauté de Wemotachi qui a seulement l'accès au chemin de fer. Les autres communautés, c'est par soit la route forestière ou bien la route traditionnelle qu'on appelle soit par la rivière Saint-Maurice, les cours d'eau, vu que Mhm. c'était notre autoroute auparavant. Aujourd'hui, c'est les routes d'automobile. Donc, oui, il y a eu une influence au niveau économique sur la participation des Autochtones dans la foresterie. Je dirais qu'auparavant, beaucoup de monde avait un emploi dans la foresterie. Aujourd'hui, il y a eu des changements, comment je pourrais dire ça, d'autres types de discours aussi qui ont été mis en place, par exemple, avec les différentes choses, là, comme la loi sur les Indiens, puis comment les Autochtones ont été dépossédés de leur territoire. Parfait. On a déjà une question du public. Je vais vous l'acheminer directement.
Ça va permettre d'entamer la discussion directement avec ceux qui nous écoutent. La relation entre les trois communautés dont on a parlé, Atikamekw, est-ce qu'il y a un seul conseil de bande, un seul chef, ou est-ce que tout le monde, il y a trois conseils pour chacune, pour Obidjiwan, pour Manawan et Wemontashi, en fait? Est-ce que c'est une gouvernance séparée ou est-ce qu'il y a une communication constante, je présume, quand même, mais comment ça fonctionne? Bien, les trois communautés ont ont chacun leur instance politique, leur instance administrative. Puis ils travaillent dans leur propre gouvernance, parce que chaque communauté, c'est un genre de gouvernement. Puis ils travaillent pour leur propre communauté. Mais il y a aussi au niveau national, avec le Conseil de la Nation Atikamekw, il y a le poste de grand chef qui défend les intérêts des membres de la Nation Atikamekw. Mm-hmm. Donc, on pourrait appeler ça une structure confédérale, si on regarde ça au niveau aspect politique. Mm-hmm. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans les défis de chacun des trois villages, si on veut? Ils ont leur propre plan de match, je dirais, plan administratif, plan politique, mais au niveau national aussi, il y a la question territoriale, puis la question aussi de planifier, de développer l'autodétermination au niveau de la nation Atikamekw, mais aussi en collaboration avec les trois conseils des trois communautés. Je veux qu'on bascule un peu du côté des saisons. Il y a 6 saisons pour les Atikamekw. Nous, on est habitués d'en avoir 4, mais il y en a 6. Il y a je veux qu'on en parle un peu parce que ça nous fait plonger aussi dans la langue, dans la façon de les nommer. Donc, on a des images pour les montrer un peu. Et aussi, les saisons orchestre ou dirige plusieurs activités très liées à chacune de ces périodes-là. On a les 12 mois aussi qui sont nommés différemment, évidemment. Donc là, on a des images avec un peu chaque saison nommée. Alors, je vous laisse peut-être nous en parler. Je vous laisse naviguer un peu là-dedans d'une saison à l'autre pour nous dire un peu, ça nous permet d'en apprendre sur le mode de vie, sur l'alimentation, sur la culture. Donc, il y a beaucoup de choses à aller chercher là. Alors, je vous laisse nous présenter les saisons. Quand on parle de Noruizio, on parle de son environnement, de sa relation avec son environnement, son harmonie avec son environnement. Donc, les Atikamekw, les Noruizio ont observé l'environnement, ont observé les saisons selon le territoire, puis selon aussi les activités aussi qui se sont adaptées avec les saisons. Genre, chez les Atikamekw, on parle de 6 saisons, on parle de Tewagin qui veut dire l'automne, de P'dibibun qui veut dire pré-hiver, de Pibun qui veut dire hiver, de Sigun, pré-printemps, de Meruskamin, du printemps puis de l'été. Mm-hmm. Toutes ces observations-là, ça a été défini en relation avec le territoire. Comment les gens ont observé leur environnement, puis comment eux autres, ils s'adaptaient aussi avec leur environnement. Puis ce qu'on voit présentement, là, c'était une œuvre qui a été réalisée par un membre de la communauté, je pense. Si je me souviens bien, je ne veux pas me tromper le nom de la source, là, mais ça a été fait par un Atikamekw. Puis ça, c'est un genre de calendrier selon les mois, selon les saisons. Puis, c'est Gilles Ottawa qui a fait le calendrier. C'était un autodidacte, un chercheur autodidacte de la communauté qui a fait beaucoup de recherches sur les savoirs traditionnels, sur l'aspect politique, sur le territoire, puis les chefs de territoire aussi. C'est un chercheur qui a été bien respecté dans la communauté. Est-ce que les saisons, encore aujourd'hui, sont très influentes pour le mode de vie? Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est une vieille tradition qu'on a un peu perdue ou on est encore beaucoup dans ces activités-là qui sont un peu illustrées au fur et à mesure des saisons? Ben, les activités sont encore pratiquées. Par exemple, la chasse à l'orignal, la saison des sucres, comme présentement, il y a des familles qui
qui se sont installés en territoire pour la saison des sucres. Mm-hmm. Puis durant l'été aussi, il y a beaucoup de pêche. Il y a des familles qui vont aussi ramasser les fruits sauvages, les baies, les framboises, les bleuets aussi, qui est très important dans l'économie traditionnelle. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la tradition orale aussi, parce que, bon, il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Je ne sais pas si ça change, s'il y a une adaptation à l'écriture, mais c'est beaucoup par des histoires, des enseignements, de la transmission vraiment orale. Donc, je ne sais pas si vous avez un exemple d'histoire ou de légende qu'on pourrait raconter pour qu'on ait un peu un exemple, nous, de quel genre d'histoire était transmise par les anciens, si on peut dire. Souvent, les légendes, les mythes, les histoires, c'est par là que se passait la transmission des savoirs, comment un individu devait se tenir avec son environnement pour pas qu'il fasse des erreurs. Puis on parle souvent des légendes comme Wisigadok, c'est une légende très connue chez les Atikamekw, mais peut-être aussi chez les autres nations de la famille algonquienne. C'est genre un être qui vient de l'espace, qui vient s'établir sur la Terre selon les légendes, qui vient travailler comment il doit former la vie sur Terre, sous le Nidaskinan. Puis c'est lui qui adapte aussi les êtres humains, comment il doit être en relation avec tel ou tel animal, telle ou telle espèce végétale, tel ou tel poisson. Comment il doit... en fait, c'est par la moralité, c'est la philosophie un peu qui montre. Donc, les savoirs traditionnels aussi, c'est important, la tradition orale. Puis au niveau de la langue, il y a le Conseil de la Nation Atikamekw qui a développé une institution de la langue Adekmakunyon-Romouine qui a développé aussi l'écriture, comment la langue Atikamekw doit s'écrire. Donc, c'est qui est bon en soi parce que les Atikamekw qui parlent beaucoup la langue, mais il faut quand même protéger au niveau écriture, mais vraiment protéger au niveau de la locution, comment parler la langue aussi. Est-ce que tous les Atikamekw parlent la langue aujourd'hui? Vous parlez de 8 000 ou 9 000 personnes à peu près. Tout le monde pratique à la maison, dans les villages, parle l'Atikamekw couramment? Dans la communauté de Manawan, la langue Atikamekw est très forte. Pour les autres communautés aussi, au Bidjouan, c'est la langue qui est très forte. Là. Genre, quand je parle aussi avec les gens d'Obidjouan, il y a des concepts, des manières de parler que des fois, moi, je peux pas comprendre parce qu'on a aussi des dialectes aussi entre les trois communautés. Puis c'est selon, évidemment, l'environnement. Dans les statistiques aussi, il y a plus de 95% de locuteurs aussi qui parlent l'Atikamekw. Puis c'est une des langues les plus préservées dans l'ensemble du Canada. Parfait. D'ailleurs, on a un commentaire de Lydia qui dit « Je trouve fabuleux que les langues autochtones aient de plus en plus de termes pour décrire la nature. Ça montre bien toute la richesse de la relation avec l'environnement et la nature. C'est inspirant. » Donc, on a des gens qui sont inspirés à l'écoute. C'est formidable. On poursuit. Vous parliez de la légende qui est un peu la légende d'un créateur, si on veut, qui définissait les relations avec les humains, qui définissait la relation avec les animaux. Quand la foi catholique est arrivée, il y avait certaines similitudes entre la foi catholique et la foi des Atikamekw. Peut-être nous parler un peu de cette similitude-là, mais aussi de la différence, puis peut-être de l'importance de la fumée aussi dans les rituels. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Les Atikamekw avaient leur propre spiritualité. Leur relation avec le territoire, évidemment, est clairement touchée là-dessus. Comment ils devaient être avec leur environnement, avec les autres êtres vivants sur le territoire. C'est vraiment un respect mutuel qui devait maintenir entre l'individu autochtone, l'Atikamekw, et le territoire, les espèces animales et végétales. Puis au niveau le monde spirituel aussi. Puis il y a eu l'arrivée de la religion catholique aussi, où il y a beaucoup de monde à l'époque qui ont été convertis par cette religion-là. C'est
avec les pensionnats indiens, avec les missionnaires à l'époque aussi qui sont entrés dans les familles, dans les communautés, dans les clans. Puis, je dirais aussi qu'il y a eu une époque où les Autochtones ont été interdits de pratiquer leurs cérémonies traditionnelles aux dépens des religions à l'époque. Et aujourd'hui, la relation avec la spiritualité, la religion, les ancêtres et aussi la religion catholique, elle ressemble à quoi la relation actuelle? Présentement, il y a une partage entre les foi. Genre, il y a une cohabitation spirituelle, je dirais, avec la religion catholique. Je pourrais appeler ça le syncrétisme. Pour la fumée, c'est le fait de faire la purification par la fumée, par les herbes, c'est vraiment être en communion avec les esprits qui a été fait de territoire, genre, avec le monde spirituel. Parfait. Je voulais qu'on parle quand même des défis aujourd'hui, les défis qui sont dans chacune de ces trois communautés-là, les outils aussi que vous pouvez développer ou quelle sorte d'entraide on pourrait apporter en tant qu'individu, mais aussi de la part des États, parce que dans le cas où on a l'État québécois, mais aussi l'État canadien. Donc, dans cette relation-là politique, mais aussi la relation individuelle, quels sont les défis et quels sont les outils pour les relever? Ben, d'abord, on sait que les communautés autochtones veulent la reconnaissance de leurs droits ancestraux, de leurs titres aborigènes aussi sur les territoires auxquels ils occupaient et qu'ils occupent encore aujourd'hui. On parle souvent que les Autochtones bloquent les développements qui sont faits dans nos territoires, par exemple les coupes forestières, les mines, les projets miniers, les projets récréo-touristiques, les pourvoiries, les actes, tout ça. Mais je pense qu'on doit s'asseoir ensemble pour travailler à développer un esprit de collaboration, de co-gestion pour qu'il y ait des bénéfices économiques, sociaux aussi dans les communautés avec tous ces projets-là. Même la déclaration de souveraineté Atikamekw-Naurusio de 2014 va dans le même sens. C'est vraiment que les Atikamekw ne doivent pas être mises de côté dans tout projet de développement. Donc, c'est important qu'au niveau politique, que ces relations aillent dans ce sens. Mais au niveau populaire, au niveau de la population, des citoyens, il faut qu'on travaille beaucoup sur la sensibilisation. Comme cette activité-ci, c'est un moyen de faire connaître nos réalités en tant que peuple autochtone. Ben, on reste bien modeste, on fait notre part comme on peut, mais espérons que ça fera des petits. Mais d'ailleurs, si quelqu'un veut en savoir plus sur la communauté Atikamekw, sur le peuple Atikamekw, s'il veut aller fouiller la culture, l'art, est-ce qu'il y a des sites que vous pourriez nous recommander? Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait aller, musée ou peu importe? À Manawan, il y a le site touristique, site Madigan qu'on appelle, qui reçoit beaucoup de touristes européens, des Allemands, des Français, qui viennent visiter la communauté, mais vraiment dans le tourisme rustique à Atikamekw-Naurusio. Puis au niveau des ressources technologiques, je dirais, il y a Wapguni Mobile qui détient beaucoup d'informations pour connaître les Autochtones. Il y a plus de 1000 courts-métrages, donc c'est très accessible via le site Internet. Puis il y a aussi, si vous voulez apprendre davantage sur les enjeux des peuples autochtones, vous pouvez lire Météo-réalité sur les peuples autochtones, qui est un beau document d'introduction sur les Autochtones. Absolument, c'est un document qu'on a déjà mis en lien d'ailleurs sur la page Facebook de la chaire publique, donc ne vous gênez pas pour aller le consulter. Merci, on a déjà épuisé notre demi-heure. Merci d'avoir été avec nous, Sipi Flamand, pour cette plongée dans la culture atikamekw. J'espère que vous en avez profité autant que moi. Je vous rappelle que c'est le 3e rendez-vous sur 12 au sujet des premiers peuples au Québec. Tout ça nous mène au 4 mai, la conférence finale pour en savoir plus. Premier peuple, comment mieux faire connaissance. Inscrivez-vous à notre événement Facebook pour ne rien manquer en passant par la page de la chaire publique alliée.
Vous voulez revoir les capsules ou les partager, elles restent disponibles sur nos pages Facebook et YouTube. Elles sont diffusées sur l'événement du 4 mai. Merci d'avoir été des nôtres. Mon nom est Serge Bonin, directeur de la chaire publique alliée. Au nom de l'Université Laval et de l'Allier, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle perle. Mais avant de quitter, je vous laisse le dernier mot. Comment on dit merci et au revoir en Atikamekw? Kitsimigwetz pour merci, puis Matashi pour au revoir. Matashi, Kitsimigwek, et voilà, merci et au plaisir. Et on se revoit bientôt pour un autre rendez-vous. Surveillez la page. À bientôt. À bientôt. Au revoir.